Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans la matinée d'échange sur les actions de réduction d'exposition aérienne des riverains et des agriculteurs aux pesticides agricoles en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous sommes là pour 3h30 avec une pause au courant de la matinée. Et donc, la première diapo qui va repasser, Christelle, si tu peux la passer. Donc, on va être 2 personnes pour animer cette matinée d'échange. Donc, Christelle Bélanger qui se présentera tout à l'heure et donc moi, Jean-Luc Faure, qui suis responsable du service innovation, recherche, développement à la Chambre régionale d'agriculture. Donc, en 5 petites minutes, je vais vous rappeler simplement les règles de fonctionnement de cette matinée. Donc, vous êtes plus de 90 à vous être inscrits. Bon, pour le moment, il y a un petit peu moins de personnes qui nous ont rejoints. Vous êtes en mode écoute seule. Hein. Donc, vous allez voir le déroulement des différentes présentations selon le programme que vous avez reçu. Et vous êtes invité vivement à poser des questions. Vous avez un petit pavé qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure. Et on aura des temps de réponse à ces questions tout au long de la matinée. Donc ça, c'est le premier principe. Donc les intervenants, vous les verrez donc de visu au fur et à mesure. Vous pouvez agrandir au maximum la présentation du diaporama avec un petit curseur qui vous permet de réduire la taille des caméras. Hein. Et vous pouvez aussi utiliser le mode chat pour réagir, mais essentiellement donc utiliser le mode de question pour qu'on puisse vraiment centrer sur vos questions. Donc voilà les règles du jeu très, très sommairement présentées. Ce qu'on va faire peut-être avant de lancer les présentations, c'est un petit sondage qu'on vous propose pour visualiser un petit peu le public qui a répondu présent. Je vous propose donc de lancer un premier sondage qui va nous permettre de voir un petit peu quel est votre champ de travail. Hein. Donc, vous voyez ce sondage et on vous demande de répondre si c'est agriculture, si c'est santé, enseignement, recherche. Alors, ceux qui sont effectivement à la fois dans l'enseignement et dans l'agriculture, vous choisissez votre champ prioritaire. Hein. Voilà, on commence à avoir 40% qui ont voté, 50%. Donc là, on est sur un vote 75%. S'il y en a qui veulent finir de voter pour le positionnement. Donc voilà, le vote est réalisé. Donc voilà le résultat du vote. On voit qu'effectivement, on est dans un public très, très varié où santé, environnement, agriculture sont toutes un peu au même niveau. Et puis, bon, il y a quelques autres qui n'ont pas pu réussir à se positionner dans ces champs-là. Et puis, un public enseignement-recherche qui n'est pas négligeable non plus. Voilà, donc ce petit point pour situer un peu les participants. Donc, on est effectivement dans ce niveau. On a 56 participants pour le moment. Voilà. Christelle, je masque le sondage et donc on revient. Je te laisse la parole pour la suite de la matinée. Merci Jean-Luc. D'abord, je voulais saluer toutes les personnes qui participent à ce webinaire. Comme disait Jean-Luc, là, vous êtes maintenant, si je regarde, vous êtes plus d'une cinquantaine derrière vos écrans à attendre, j'imagine, avec impatience que les intervenants présentent leur contenu. Avant de leur laisser la place à ces intervenants, ces 11 intervenants qui ont
accepté de participer à ce webinaire, je voulais vous dire la genèse de ce webinaire. Cet été, on s'est rendu compte à Atmo Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à l'Adréal, à la Chambre régionale d'agriculture et à la Chambre départementale d'agriculture de la Charente, qu'on avait deux projets en parallèle sur la réduction de l'exposition aux pesticides et que dans le cadre de ces deux projets, on avait l'intention de organiser une journée soit de restitution des connaissances nouvellement acquises, soit d'échanges sur des actions en cours. Et donc, ces quatre organismes ont décidé d'unir leurs forces pour organiser ce webinaire de cette matinée. L'objectif, il est double. Il est de partager des connaissances nouvelles sur des solutions qui permettent de réduire l'exposition aux pesticides par voie aérienne. Et il est également, pour nous, organisateurs, de favoriser les échanges, favoriser les dialogues entre les différentes parties prenantes de la région. Mais je sais qu'il y a des participants qui viennent d'autres endroits en France. Bienvenue à eux, d'ailleurs. Et voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir favoriser les échanges sur ce sujet de société. En fait, ce webinaire, je vous disais que les quatre organisateurs travaillaient sur deux projets en parallèle. Ce webinaire, il est la croisée de deux projets auxquels Atmo Nouvelle-Aquitaine participait. Premièrement, un projet de recherche qui s'appelle Repère, qui est mené au niveau national, piloté par la Chambre régionale d'agriculture de Grand Est. Repère, ça signifie réduction des produits phytosanitaires dans l'air. Et en Nouvelle-Aquitaine, la Chambre régionale d'agriculture, la Chambre d'agriculture de Charente et Atmo Nouvelle-Aquitaine participaient à ce projet et avaient envie de restituer les conclusions de ce projet aux parties intéressées de la région. L'autre projet qui est venu se greffer sur ce projet Repère, c'est l'action numéro 2 du plan régional santé-environnement. Cette action, elle est pilotée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et Atmo Nouvelle-Aquitaine est l'opérateur technique de cette action numéro 2. Cette action numéro 2, elle vise à mettre en place, à définir une stratégie de réduction de l'exposition aux pesticides. Et donc, c'est tout naturellement que ces deux projets se sont rapprochés pour pouvoir organiser cette matinée d'échange. Alors, cette matinée d'échange, nous l'avons conçue de manière, je dirais, dans un esprit, dans une vocation technique, scientifique. Comme je vous disais, l'objectif, c'est de partager des connaissances. Donc, ce matin, nous mettrons de côté les aspects plus stratégiques, plus politiques de la question, pour vraiment nous concentrer sur les enseignements scientifiques, les projets techniques en lien avec la réduction de l'exposition aux pesticides. Donc, comme le disait Jean-Luc, on attend vos questions là, dans l'outil de questions. On a prévu trois temps d'échange où où les intervenants pourront répondre à vos questions. Donc, vraiment, pensez à nous poser des questions pour alimenter ces temps d'échange. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, ou s'il y a des questions qui sont, je dirais, qui ne concernent pas directement les présentations qui ont été faites ce matin, on les traitera après le webinaire. On reprendra contact avec vous après le webinaire pour les traiter. Donc, avant de laisser la parole au premier intervenant, donc je voulais à nouveau remercier tous les intervenants qui vont être avec nous ce matin pour partager leurs connaissances, nous faire découvrir les projets qu'ils mènent pour réduire l'exposition des agriculteurs, des riverains à la pollution par les pesticides. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jérémy Corsan, qui est... Ah oui, alors pardon, excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Le webinaire, en fait, va se composer de deux parties. La première partie va être consacrée aux enseignements du projet de recherche Repère dont je vous ai parlé. On fera une pause de 10 minutes et ensuite, on enchaînera sur une seconde partie qui sera consacrée à l'action 2 de notre
PRSE, Plan Régional Santé-Environnement. Et je me rends compte que j'ai oublié de me présenter, je le fais à la fin. Je suis Christelle Bélanger, je suis responsable du service communication à ACMO Nouvelle-Aquitaine. Jean-Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Je ne t'entends pas. Oui, j'ai pas mon micro, excusez-moi. Je voulais juste préciser que l'ensemble de la matinée sera enregistré, filmé, donc sera possible de la reconsulter ultérieurement. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, Jérémy, ça va être à vous. Je vais vous donner la main sur le diaporama. Alors, excusez-moi, je suis un peu éblouie par le soleil. Voilà, je pense que vous devez avoir la main maintenant pour passer les diapositives. Dites-moi si ça marche. Oui, mais par contre, là, ça me demande de montrer mon écran. Du coup, c'est peut-être pas le… Alors, si vous voulez, je peux passer les diapositives pour vous. Ça me va bien. Après, j'ai la présentation, mais j'ai seulement ma partie, donc c'est pas… Oui, je peux passer les diapositives pour vous si vous voulez. En tout cas, on vous entend bien et on vous voit bien. D'accord. Je vois plus l'écran par contre. Vous ne voyez pas la première diapositive? Non, je vois pas les diapos, donc c'est pas grave, je vais ouvrir la présentation de mon côté. Christelle, si je peux me permettre, c'est Philippe qui parle. Oui. On ne vous voit que vous à l'écran, Christelle et Jérémy, et on ne voit pas du tout l'écran comme tout à l'heure avec le diaporama. Donc c'est normal que Jérémy ne le voit pas non plus. Oui. Alors, je recommence le partage dans ce cas. Je vous demande une petite minute. C'est bon. C'est bon, vous voyez à nouveau le diaporama? Oui, c'est bon. Oui. Jérémy aussi? Oui, c'est bon. Bon, alors bon. Je vous laisse la parole. Ouais, désolé pour ces soucis. Bonjour à tous. Donc moi, Jérémy Corsan de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Je suis en charge de tous les sujets qui traitent de la qualité de l'air. Donc pour vous faire une petite introduction sur les enjeux et le contexte autour de la qualité de l'air. Premièrement, sur cette qualité de l'air, c'est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement, et le cadre de surveillance et de nos actions est défini au niveau international et européen, avec deux aspects, donc des directives qui traitent plus du sujet des normes sanitaires à respecter, donc la concentration dans l'air qui est mesurée, qui ne doit pas dépasser certaines valeurs, et des directives qui ont plus trait à des objectifs de réduction d'émissions de certains polluants pour que la pollution de l'air s'améliore, enfin pour que la qualité de l'air s'améliore. Et il y a certains secteurs d'activité qui font l'objet de réglementations sectorielles qui sont européennes. Pour vous citer un exemple qui touche pas mal de secteurs, la directive sur les émissions industrielles, qui est directive IED, qui touche à la fois des gros industriels et aussi des gros agriculteurs. Donc ce cadre international européen est décliné en France depuis longtemps, donc avec la constitution des ASCA dans les années 70, donc qui sont les associations agréées de surveillance de qualité de l'air, qui mesurent les concentrations dans l'air et qui font aussi des inventaires d'émissions pour estimer les réductions qui sont atteintes. La loi française qui a un peu constitué une première pour la définition de la qualité de l'air, c'est la loi LOR de 1996, qui a donc acté que chaque citoyen avait le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Et plus récemment, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques,
est venu décliner les directives européennes de réduction des émissions. On peut passer à la diapositive suivante. Du coup, moi, je n'ai pas la main pour le faire. Ah, si. Ça y est, je l'ai fait. D'accord, merci. Donc les enjeux sur la pollution de l'air, ils sont de plusieurs natures. On a un enjeu qui est sanitaire en premier lieu, avec 48 000 décès prématurés par an en France, dont 3 500 en Nouvelle-Aquitaine. Une perte d'espérance de vie qui touche toute la population, ou qu'elle soit en zone, enfin, quelle que soit sa zone d'habitation. Donc avec un impact qui est plus fort pour les personnes vivant dans des centres urbains ou des zones denses, mais également une perte d'espérance de vie qui est estimée à 9 mois pour les zones rurales. Il y a un enjeu qui est financier aussi, avec un coût qui a été estimé par une commission d'enquête sénatoriale à 101 milliards d'euros, donc à peu près 1 300 euros par habitant. Et le troisième enjeu qui est récent, mais qui s'amplifie sur le sujet, est l'enjeu juridique, avec à la fois des contentieux au niveau européen et nationaux pour non-respect des valeurs limites, et des condamnations de l'État dans certaines zones pour carence fautive dans sa lutte contre la pollution de l'air. Donc tout nous pousse à agir sur le sujet. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Donc là, juste pour rappeler quelques actions qui sont menées par l'État. La première et la plus importante, enfin une des plus importantes, est le suivi des plans de protection de l'atmosphère qui sont arrêtés dans les agglomérations de taille importante et les zones où des dépassements sont constatés ou risquent de l'être. Donc ces PPA définissent des objectifs pour justement que les dépassements ne se produisent plus, et on a un suivi renforcé sur ces zones où l'enjeu est important. On participe également à l'élaboration des plans climat, air, énergie territoriaux. Donc ça, c'est un outil qui est à la main des collectivités, des EPCI, mais dont le volet air s'est considérablement renforcé ces derniers temps. Et donc nous, on est là pour les appuyer, et surtout pour veiller à ce que leurs objectifs soient compatibles avec ceux qui sont fixés au niveau national. La troisième action, qui est celle qui prend le plus de temps et qui est la plus intéressante, et l'action qu'on vous présente aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre, c'est l'accompagnement des parties prenantes dans toutes les actions en faveur de la qualité de l'air, que ce soit de la réduction des émissions, des concentrations, ou la partie amélioration des connaissances. Et on a un dernier enjeu qui est assez important, mais qui se produit de façon ponctuelle dans l'année, c'est la gestion des épisodes de pollution, qui est à la main de l'État. Alors on peut passer à la diapositive suivante, où j'ai tenté de vous faire un peu les enjeux prioritaires pour le secteur agricole, enfin du point de vue de l'État. Donc il y en a deux principaux. Le premier, c'est la réduction des émissions d'ammoniac qui sont émises en grande partie par l'agriculture, et dont les objectifs de baisse qui sont fixés dans le prépa ne sont pas atteints à l'heure actuelle. Donc là, bon, les connaissances sont solides, je dirais. L'enjeu, c'est la diffusion des bonnes pratiques, ou les investissements l'aide à l'investissement que peuvent faire les agriculteurs pour avoir des matériels moins émissifs. Et on a un deuxième enjeu qui est surtout axé sur l'amélioration des connaissances, puisque pour le moment, on en est sur cet aspect-là, sur le suivi des pesticides dans l'air. Donc les ASCA, dont Atmo Nouvelle-Aquitaine, font ça depuis de très nombreuses années, comme vous le verrez par la suite. Mais nous, on a un enjeu de savoir un peu l'impact sanitaire, ou comment ces substances peuvent se retrouver dans l'air. Et tout ce qui a été initié en 2018-2019 au niveau national par l'ANSES avait cet objectif. Et l'idée, c'est après d'évaluer la pertinence de mettre en place une surveillance réglementaire de ces substances, et comment on le fait si on doit le faire, avec quelle valeur d'exposition, quels endroits, etc. Et dans le deuxième aspect, il y a la poursuite de ces actions de réduction de l'exposition aux pesticides dans l'air, qui est menée notamment via le projet Repère. Voilà. Merci Jérémy Corsan. De rien. Je vous invite à rester parmi nous pour le temps de questions-réponses que nous aurons tout à l'heure autour de
de 10h25. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Blondeau de la Chambre régionale d'agriculture, chargé de mission Éco-Phyto, entre autres. Philippe, est-ce que Oui. vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Ah, oui, c'est vrai. Et je vais Voilà. vous passer le contrôle du clavier. Si vous voulez que je passe les diapos, c'est tout à fait possible aussi. Non, ça a l'air de fonctionner. Merci Christelle. Voilà, donc Philippe Blondeau, chargé de mission Éco-Phyto et biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais donc vous présenter une introduction en fait de ce projet repère qui s'appuie quand même sur une présentation qui a été réalisée au niveau national en octobre dernier par la Chambre d'agriculture Grand Est qui a présenté en fait les résultats globaux au niveau nationaux. Et donc nous, c'était tout à fait important en Nouvelle-Aquitaine qu'on puisse vous présenter un peu plus en détail et faire le focus des actions réalisées, des résultats réalisés, des résultats obtenus dans ce projet en Nouvelle-Aquitaine. Donc repère, comme ça a été indiqué par Christelle, donc c'est un acronyme pour réduction des produits phytosanitaires dans l'air. C'est un projet qui avait été déposé à l'appel à projet innovation et partenariat de 2016 par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, qui a mobilisé 26 partenaires issus des chambres d'agriculture, hein, vous voyez, des associations de surveillance de la qualité de l'air, des lycées agricoles. Et donc en Nouvelle-Aquitaine ont été mobilisés particulièrement donc Atmo Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d'agriculture de Charente, la Chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine, le lycée agricole de l'Oisellerie, et je n'oublie pas non plus les agriculteurs volontaires pour participer à ces actions-là de la commune de Saint-Saturnin et la mairie de Saint-Saturnin. Donc ce projet, il avait pour objectif effectivement donc de disposer de connaissances techniques et scientifiques pour appréhender les processus de transfert de produits phytosanitaires dans l'air, donc mieux connaître les mécanismes de transfert des produits phytosanitaires dans l'air, dans l'objectif de pouvoir voilà, accompagner la profession agricole à je voudrais revenir sur la diapo suivante, précédente. Donc, pour accompagner la profession agricole vers des solutions qui soient performantes et qui limitent les risques tout en restant économiquement et socialement pertinentes. Et le troisième objectif, c'était effectivement de pouvoir travailler ensemble sur cette thématique. Quand je dis ensemble, c'est avec justement les différents partenaires du projet. Donc là, la diapo que vous avez en face, là, donc c'est de présenter que c'est un projet donc multi-partenaire, donc avec nos 26 partenaires au niveau national, et donc des actions qui ont été réalisées sur 7 sites que l'on peut visualiser sur la carte ci-contre dans différentes filières. Donc en fait, vous avez des sites en grande culture, en viticulture, en arboriculture. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, donc c'était un site plutôt mixte en viticulture et grande culture. Au niveau des actions, donc là, vous avez la présentation globale du projet, donc qui précise les différentes actions conduites sur ce projet-là. Donc par notamment donc, la réalisation de mesures hebdomadaires de produits phytosanitaires dans l'air, de réalisation d'enquêtes de pratiques agricoles autour du site de mesure. Donc toutes ces mesures et ces enquêtes donc, ont été réalisées sur chacun des 7 sites dans l'objectif de mettre en relation les données recueillies pour à la fois comprendre ces mécanismes de transfert et développer des outils de modélisation qui permettent en fait d'estimer, de prévoir des potentiels de transfert de produits phytosanitaires dans l'air. Et donc une dernière action qui était plus centrée sur le transfert de solutions au secteur agricole, la communication. Donc c'est ce que nous avons réalisé en fin de projet, notamment au travers de réalisation de fiches qui sont en cours de finalisation sur les différentes solutions que nous préconisons pour réduire les transferts de produits phytosanitaires
dans les filières de grande culture, viticulture et arboriculture. Donc là, pour maintenant rentrer plus dans le détail des actions et des résultats, je vais donc laisser la parole aux collègues d'Atmo Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre d'agriculture de Charente, qui vont donc vous présenter plus en détail les résultats. Merci Philippe pour cette présentation. Maintenant, je vais demander à ma collègue ingénieure d'études Florie Franconi d'activer sa caméra pour pouvoir prendre la parole et présenter les enseignements qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine a réunis dans le cadre de la participation à ce projet repère. À toi, Florie. Excuse-moi, il faut que je passer les diapos parce que je n'ai pas la main. D'accord. Ouais, sinon, je te la donne. Je te la donne tout de suite. C'est peut-être plus facile pour toi. Ouais. C'est fait. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, Florie Franconi d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Je suis ingénieure d'études. Donc, je vais vous présenter une des premières actions du projet repère qui a consisté en un suivi harmonisé des produits phytosanitaires dans l'air pour mettre en relation les concentrations mesurées dans l'air avec les pratiques agricoles. La contamination de l'atmosphère par les pesticides s'effectue de 3 manières différentes. Tout d'abord par dérive au moment des applications. Il y a également par volatilisation post-application à partir des sols et des plantes traitées. Et il y a également une contamination par érosion éolienne sous forme adsorbée sur les poussières de sols traités. Une méthodologie harmonisée pour le suivi des produits phytosanitaires dans l'air a été discutée en début de projet avec les différents partenaires. On a donc effectué des prélèvements hebdomadaires sur la fraction totale des particules à un débit de prélèvement de 1 m3 par heure. Les molécules en phase particulière ont été piégées sur un filtre en quartz, tandis que les molécules en phase gazeuse ont été piégées sur une cartouche en mousse polyuréthane. Les analyses ont ensuite été effectuées en différé en laboratoire et 2 laboratoires ont fait ces analyses. Nous, pour notre site de Nouvelle-Aquitaine, on a utilisé le laboratoire Ianesco, qui est le laboratoire avec lequel nous travaillons historiquement pour la mesure des pesticides dans l'air. Ces analyses ont été effectuées par chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide, couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Et que ce soit pour les prélèvements ou pour les analyses, ces 2 étapes ont suivi les normes AFNOR XPX 43058 pour les prélèvements et 43059 pour les analyses. La liste des substances actives à rechercher a été construite par le regroupement de plusieurs listes. Donc, tout d'abord, la liste des substances prioritaires et hautement prioritaires pour une surveillance nationale établie par l'ANSES en début de projet en 2017. Ensuite, la liste issue des données de vente dans un rayon de 5 km qui a été obtenue grâce à l'outil Sphère. Et enfin, on a également regardé les substances d'intérêt identifiées localement par les chambres d'agriculture. Parmi ces substances identifiées, seules celles qui étaient piégeables et quantifiables par le laboratoire ont été recherchées. Ce qui a conduit en Nouvelle-Aquitaine à rechercher entre 66 et 68 molécules. Les sites de mesure ont été sélectionnés parmi les sites historiques des ASCA et également les sites expérimentaux des chambres d'agriculture. 4 systèmes agricoles ont été évalués pour assurer une représentativité du territoire. Donc, on a eu un site en Bretagne, un site en Pays de Loire, un site en région Nouvelle-Aquitaine, un en région Auvergne-Rhône-Alpes, un en région Centre-Val de Loire et 2 sites dans la région Grand Est.
Il y avait 2 sites avec un environnement dominant polyculture élevage, 2 sites qui étaient principalement dominés par l'arboriculture et les grandes cultures, 2 sites dominés par les grandes cultures, dont un également mixte avec la viticulture, c'est le site de Nouvelle-Aquitaine, et un site qui était viticole. 3 campagnes de mesure ont été réalisées pour s'affranchir des effets de la météorologie sur un minimum de 20 semaines par site et par année, avec à minima une période commune pour tous les sites. Cette période était entre avril et juin. Et un prélèvement en l'absence de traitement qu'on a généralement fait au cours de l'hiver. Le site de Nouvelle-Aquitaine était situé donc en Charente, dans l'agglomération du Grand Angoulême, à l'ouest précisément d'Angoulême, dans la petite commune de Saint-Saturnin. L'environnement agricole de ce site est mixte, à la fois vigne et grande culture, et est représentatif de la zone culturale du secteur. Sur ce site, nous avons historiquement des mesures. Atmos Nouvelle-Aquitaine a mesuré les pesticides dans l'air depuis 2015 sur ce site. Cette étude a donc permis de récolter, de recueillir près de 37 000 données au niveau national. Et suivant les sites et les années, on était entre 36 et 117 molécules recherchées et entre 9 à 30 molécules quantifiées. Sur le site de Saint-Saturnin, on a quantifié donc entre 25 molécules en 2017 et 2018 et 30 molécules en 2019. Parmi ces molécules les plus quantifiées, donc on a notamment le lindane qui a été quantifié le plus régulièrement. C'est une molécule qui est interdite d'utilisation agricole depuis 1998, mais qui est persistante dans les sols. On retrouve également la pendiméthaline, le S-bétolachlore, ou encore le Folpel, le chlorpyrifos-méthyle. Ceux-ci sont des exemples de molécules qu'on a le plus souvent quantifiées. Ces molécules, les molécules sont directement liées aux cultures dominantes de la zone. On retrouve majoritairement des herbicides sur les sites grandes cultures ou polyculture élevage et des fongicides sur les sites viticoles. En Nouvelle-Aquitaine, donc ici sont représentés le nombre de molécules quantifiées et sur la droite, les concentrations moyennes annuelles sur le site charentais. Comme on a un environnement mixte, viticole et grande culture, on retrouve majoritairement des fongicides qui sont quantifiés et également des herbicides. En termes de concentration moyenne, ce sont les fongicides qui dominent. En Nouvelle-Aquitaine, les concentrations maximales ont notamment été observées sur 2 molécules de la vigne. Le chlorpyrifos-méthyle, qui est un insecticide utilisé contre la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, même si le site de Saint-Saturnin ne fait pas partie du périmètre de lutte obligatoire, il est à la limite de ce périmètre. Et la deuxième molécule que l'on retrouve, c'est le Folpel, qui est un fongicide de la vigne anti-mildiou. Sur les autres sites, on retrouve principalement des herbicides qui sont utilisés en grande culture, la pendiméthaline, le S-métolachlore ou le prosulfocarbe. On retrouve également la famprodidine, un fongicide qui est utilisé également contre l'oïdium du blé et de l'orge. Et sur le site viticole des Pays de Loire, on retrouve les mêmes composés qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire le Folpel qui est utilisé sur la vigne. Les évolutions des concentrations mesurées suivent le calendrier des traitements des cultures agricoles, notamment à proximité des vignes. Les pics sont atteints durant les traitements fongicides de l'été. Donc en orange, on a représenté donc, les concentrations en fongicides. On le voit principalement en 2018 ou 2019, où les concentrations sont majoritaires entre mai et août, et les concentrations en fongicides sont principalement liées aux concentrations en Folpel. En grande culture, les pics sont atteints
au cœur des périodes de traitement herbicide qui sont au printemps, à l'automne et l'hiver. Au printemps, donc ici, on les voit, ce sont principalement des traitements avec de la pendiméthaline ou du S-métolachlore. Et en automne et en hiver, ces concentrations en herbicides sont liées principalement aux concentrations en prosulfocarbe. Les conditions météorologiques influencent également les concentrations que l'on retrouve dans l'air. Notamment, on peut avoir des conditions propices ou non à la contamination des cultures ou des conditions propices ou non à l'application de certains produits phytosanitaires. Les concentrations retrouvées sur le site de Nouvelle-Aquitaine et l'évolution de ces concentrations sont quand même très similaires aux concentrations qu'on retrouve sur les autres sites ayant des pratiques agricoles similaires. Par exemple, pour le S-métolachlore et la pendiméthaline, ces deux molécules sont retrouvées principalement sur des sites grandes cultures. Donc, comme on a dans le Bas-Rhin ou en Cher, on a ces deux molécules dont les concentrations sont maximales, tandis que sur les sites plus viticoles, on a des concentrations plus faibles. Le site de Charente étant mixte, grande culture, viticulture, on retrouve quand même des concentrations qui sont plus importantes que le site de Loire-Atlantique, qui est purement viticole. Et si on regarde les concentrations en folpel, qui est un fongicide de la vigne et uniquement utilisé sur la vigne pour ces sites-là, entre le site de Charente et le site de Loire-Atlantique, on a des concentrations qui sont très similaires et des évolutions temporelles avec des pics atteints en été qui sont identiques. Si on prend l'exemple du S-métolachlore, donc ici représenté l'évolution des concentrations en 2019, on retrouve le S-métolachlore principalement au printemps, avec un maximum qui est atteint au cours de la semaine 21, puis une décroissance des concentrations. Quand on regarde ce profil et également le profil d'autres molécules, on se pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu un traitement à chaque semaine où la molécule a été quantifiée? Ensuite, y a-t-il eu revolatilisation dans les semaines qui suivent les traitements? Et enfin, est-ce que le S-métolachlore provient ou d'autres molécules proviennent de sources lointaines à plusieurs kilomètres du point de prélèvement? Finalement, cette première action du projet Repère a permis de renforcer la connaissance des concentrations dans l'air ambiant. Et au-delà des systèmes de culture, il y a quand même une difficulté d'exploitation. On peut se poser la question, quels sont les traitements qui sont appliqués lors des mesures et comment la formulation des produits commerciaux utilisés à proximité des mesures peut influencer les concentrations en pesticides que l'on retrouve dans l'air. La suite du projet a donc été de mettre en relation les données de mesure collectées et les enquêtes sur les pratiques agricoles sur le terrain. Donc ça, c'est l'action 2 du projet Repère. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Florie. Avant de passer la parole à Jean-Luc pour le second sondage, je voulais vous inciter à nous poser vos questions dans le module questions pour alimenter notre temps d'échange de tout à l'heure, si vous le voulez bien. Jean-Luc, je te laisse la parole. Merci. Donc, on va procéder à un second sondage. Effectivement, les participants, les intervenants plutôt respectent largement le temps de parole, nous laissent même un petit peu de temps pour pouvoir débattre en fin de première séquence, donc c'est très bien. Et puis, je vois qu'il commence à y avoir pas mal de questions. Alors, n'hésitez pas par rapport à l'intervention qui vient d'être faite sur les mesures faites au champ, de poser des questions et on les reprendra avec Christelle après l'intervention de notre collègue Damien Roy. Donc, je vais vous relancer un second sondage qui est en lien effectivement avec ce que vient de nous dire Florie, hein, qui est donc une question peut-être toute bête, qui est selon vous, quelle distance moyenne
du point d'application, peut-on retrouver des pesticides dans l'air? Donc, si vous pouvez commencer à y répondre. Donc voilà, les réponses se font au fur et à mesure, hein. Et donc, il y a déjà 50% des personnes qui ont voté. On va attendre qu'il y ait une majorité de votes. Il y a peu de personnes qui n'ont pas une idée précise. Tout le monde a une idée sur les distances. Donc, un petit effort encore pour arriver au moins à 80% de vote et on fermera le sondage ensuite, hein. Et on donnera la parole à Philippe Blondeau pour commenter les chiffres que je vais vous faire découvrir rapidement. Donc là, a priori, tout le monde a voté. Il n'y a plus de points. Donc, je vous partage le sondage. Et de ce pas, je pense que Philippe, tu peux intervenir pour donner un peu les commentaires à ce sondage. Oui, très bien, merci Jean-Luc. Donc déjà, effectivement, on peut constater qu'une majorité de participants pensent que justement, on peut retrouver des produits phytosanitaires après épandage à plus de 150 mètres, mais on a aussi voilà, quelques personnes qui pensent que c'est 10 mètres, 20 mètres, très peu ne se prononcent pas. Donc effectivement, on a un profil assez varié, avec quand même, oui, des molécules qui peuvent se retrouver à plus de 150 mètres, entre 150 et plus de 150 mètres. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas forcément répondre de façon très précise à cette question. Et les émissions en fait, de produits phytosanitaires après épandage dépendent évidemment de nombreux facteurs, des facteurs comme les conditions météorologiques justement lors de l'application, les profils de la molécule, est-ce qu'elle a plutôt un profil de dérive ou un profil de volatilisation, des caractéristiques physico-chimiques des matières actives, et puis aussi de la formulation de ces matières actives. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que on peut avoir des profils très variés, hein, et que les émissions de produits phytosanitaires peuvent, selon en fait ces différents facteurs, ces différentes conditions d'application anthropique ou pas, se retrouver à des distances plus ou moins importantes de leur point d'application. Et donc, c'est tout l'intérêt justement du projet Repère et de sa suite, on y reviendra un petit peu plus tard, justement de comprendre encore mieux les mécanismes d'émission des produits phytosanitaires dans l'air et de trouver des solutions pour que après épandage, on en trouve le moins possible, en tout cas des distances très réduites. Très bien. Bon, juste peut-être une question qui vient très souvent et pour autant y répondre tout de suite. Les présentations qui sont faites, bien sûr, seront rendues disponibles aux participants. Et Christelle, le diaporama sera accessible. Voilà. Oui, Jean-Luc, comme tu le disais, le webinaire est enregistré, donc nous mettrons en ligne le replay du webinaire et également les présentations. Merci Jean-Luc et Philippe pour les commentaires sur ce sondage. Maintenant, je vais donc passer la parole à Damien Roy de la Chambre départementale d'agriculture de Charente. Et je vais également vous passer la souris. Damien, est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je vous laisse la parole. Merci. Pour la souris, non, ça ne marche pas. Je peux passer les diapos. Non, c'est bon, ça a marché. Donc, bonjour à tous, Damien Roy, je suis conseiller environnement à la Chambre d'agriculture de la Charente, donc basé sur Segonzac. Et donc, mon rôle dans la partie repère a été la collecte de données, donc qui s'est fait durant 3 années, donc 2017 à 2019.
Donc, comme on l'a dit précédemment, hein, le point d'analyse était placé sur la commune de Saint-Saturnin. Donc, le point était placé dans le village, hein. Il n'a pas été placé auprès de parcelles qui auraient pu entraîner des biais. Donc là, on était vraiment dans un cadre isolé des parcelles au sein des maisons. Et donc, Saint-Saturnin, vous le voyez sur la carte, hein, on est en limite de vignoble du Cognac, dans le Grand Angoulême, donc une zone mixte. Donc, en 2017, au début du lancement du programme REPER, a été réuni un comité de pilotage dans lequel ont été réunis des collectivités et puis des professionnels, hein, comme la mairie de Saint-Saturnin, des représentants du Grand Angoulême et aussi des partenaires agricoles comme le BNIC, des COP et des négoces présentes sur le territoire, le lycée agricole de l'Oisellerie à Angoulême, la Chambre d'agriculture avec des élus et la Fredon. Des réunions ont eu lieu dans la commune pour présenter le projet à tous les viticulteurs, hein, tous les agriculteurs de la commune et aux alentours étaient invités pour leur présenter le projet et puis les prévenir que voilà, ils allaient être enquêtés durant 3 ans. Donc là, vous avez une image un peu plus précise du site. Donc vous voyez, hein, le point d'analyse était vraiment au milieu des maisons et vous avez une couleur par culture. Donc on était sur une surface dans le cercle rouge des 1 km de 267 hectares qui était déclaré à la PAC. Et l'assolement en 2019, il était de 50% en herbe, donc toutes les parcelles en vert que vous pouvez voir, hein, donc prairies ou jachères. 35% en vigne, les parcelles en rouge, et le reste en céréales, les autres couleurs. Dans la zone ont été recensés 17 exploitants et 13 ont accepté de participer à l'enquête. Hein. C'est une enquête qui est basée sur le volontariat, donc ceux qui ne souhaitaient pas participer à l'enquête, on a respecté leur choix et on n'a pas pris en compte leur parcelle. Donc l'enquête a été réalisée par des stagiaires de fin d'études durant les 3 années. Et donc ces stagiaires ont eu pour mission de rencontrer les agriculteurs en individuel. Hein. On est vraiment sur des rencontres au cas par cas pour avoir toutes les données que vous allez voir après. Et ensuite, ces données, il a fallu les exploiter et les rentrer dans des modéliseurs. Donc, quelles données ont été récoltées auprès des agriculteurs? Donc, vous pouvez voir hein, trois catégories de données. Déjà, des informations sur les parcelles en elles-mêmes. Donc, la pente de la parcelle, la texture du sol, si le sol était battant ou pas, le taux de matière organique, pour voir hein, si les molécules allaient être retenues par le sol, et la profondeur du sol de travail. Ensuite, il y a eu une enquête sur les pratiques dans les parcelles, donc quelles cultures évidemment étaient en place. Dans l'enquête, on a eu affaire principalement à des viticulteurs hein, quand même, donc c'était tout ce qui était écartement des rangs, s'il y avait d'enherbement permanent ou pas dans les vignes, le taux d'enherbement, si la pratique du désherbage mécanique était en place, hein, tout ce qui était passage d'intercept ou passage dans les rangs de travail du sol, et après s'il y avait des méthodes alternatives aux produits chimiques, notamment par rapport à la confusion sexuelle aux insecticides. Et puis après, pour chaque traitement, il a fallu analyser chaque traitement pour voir l'impact hein, propre à chaque molécule. Donc le type de pulvérisateur utilisé, donc pulvérisateur AG porté, AG projeté ou pneumatique, le type de buse, est-ce que c'était des buses antidérives ou pas, est-ce qu'il y avait des panneaux récupérateurs sur le pulvérisateur, le pourcentage de la surface traitée et la couverture du sol au moment du traitement. Donc si le sol a été gratté en juin par exemple, voilà, c'était pris en compte dans les outils. La dernière année, on a fait un zoom sur les haies pour prendre en compte l'impact des haies. Donc, les cartographies de tout le site a été faite selon les haies et chaque haie a été décrite par rapport à sa hauteur, savoir s'il y avait des trous dans le linéaire, hein, donc si elle était poreuse ou si elle était entière. Et ensuite, la situation géographique de la haie. Est-ce qu'elle se trouvait entre le point d'analyse et la parcelle ou plutôt vers l'extérieur? Donc, vous pouvez voir ici hein, les différentes, comme l'a dit Florie précédemment. Donc, le nombre de molécules analysées en moyenne sur les 3 ans, on est à 67 molécules. Le nombre de molécules utilisées sur la zone enquêtée, on est en moyenne à 46 sur les 3 ans, 46 molécules. Et le nombre de molécules retrouvées au moins une fois dans l'analyseur est de 26. Donc, ça, c'est une moyenne sur les 3 années. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les 3 ans. Donc, les molécules ont pu être classifiées selon la catégorie. Donc, quand on compare
ce qui a été appliqué et ce qu'on retrouve dans l'air, on a pu faire 4 catégories de molécules. Les substances actives qui ont été utilisées, qu'on a retrouvées, qui ont été testées, mais qui n'ont pas été retrouvées dans l'air. Donc, c'est des molécules qui font partie de la liste des molécules cherchées, mais pas retrouvées, alors qu'on sait qu'elles ont été appliquées. Deuxième cas, c'est les molécules qui ont été utilisées et quantifiées, mais uniquement en période de traitement. Donc là, comme le disait Florie tout à l'heure, c'est la dérive, c'est-à-dire qu'en gros, ça passe directement du pulvérisateur au point d'analyse. Il n'y a pas de passage par la végétation ou par le sol. C'est à peu près en direct. Ensuite, c'est quand il y a un temps entre l'application et le moment où on retrouve la molécule. Là, on parle de volatilisation, donc ça peut partir aussi bien du feuillage. La molécule peut partir du feuillage quand c'est appliqué dessus, ou du sol. Et enfin, des molécules qui ont été retrouvées alors qu'on n'a pas de trace d'application dans le rayon d'étude. Donc, c'est des molécules qu'on va retrouver. Donc, soit elles proviennent de parcelles qui sont en dehors de la zone d'étude, soit c'est des parcelles, des molécules qui ont été épandues par des personnes qui n'ont pas répondu à l'enquête. Pardon. Parce que comme on vous l'a dit, il y a quelques exploitants qui n'ont pas souhaité participer à l'enquête, donc ça aura pu se trouver aussi dans leur programme phytosanitaire. Donc là, je vais vous montrer un exemple de chaque cas. Donc en premier, vous avez le tébuconazole. Donc tébuconazole, qui est un fongicide pour les vignes anti-odium. Donc lui, il a été épandu plusieurs fois, on l'a retrouvé dans les traitements. Donc là, c'est pour l'année 2018 par exemple. Alors que dans le point d'analyse, dans les analyses, il n'a jamais été détecté dans l'année. Alors qu'on a des traces d'épandage. Ensuite, des molécules qui ont été utilisées régulièrement et qui ont été retrouvées ponctuellement. Donc là, elles ont été retrouvées au moment de l'application. Donc là, on est vraiment dans un transfert par dérive. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, à l'instant T, la personne sort son pull et puis on retrouve la parcelle, la molécule dans le point d'analyse. Surtout que, comme vous le savez, les fenêtres sont courtes, donc tout le monde sort les pulvérisateurs en même temps. Et ensuite, on a des cas où on a retrouvé la molécule après son application. Donc là, on a le Folpel, par exemple. Là, vous voyez, il était appliqué jusqu'en semaine 27, donc on est à peu près début juillet, fin juin, début juillet, et on le retrouve jusqu'à fin août. Donc là, on a des cas en moindre quantité. Vous voyez que les quantités diminuent fin juillet, début août. Là, on est dans des taux de présence beaucoup plus faibles. Là, on est dans un cas de volatilisation où la molécule n'est plus appliquée, donc elle est répandue dans l'air par le feuillage, par la volatilisation. Et enfin, on a des molécules qui sont peu ou pas appliquées dans la zone, très peu d'enregistrements qui contiennent cette molécule. En 2017, on a une application tétraconazole. Donc tétraconazole, qui est un fongicide céréales et vignes. Et puis, du coup, lui, on va l'avoir tout au long de l'année. On l'a même en décembre, vous voyez, semaine 51. Donc là, voilà, on est dans des cas de volatilisation. Donc là, ça partirait plus du sol ou de végétal si le mois de décembre était assez chaud, s'il y a eu application. Sinon, ça partirait principalement du sol, donc dans des cas de volatilisation ou d'application sur le site si les personnes n'ont pas qui ont répandu cette molécule n'ont pas répondu à l'enquête. Donc là, vous avez les 12 molécules qui ont été retrouvées, qui sont classées par ordre de fréquence, par quantité retrouvée dans le point d'analyse. Et on voit qu'elles ont principalement le profil volatilisation. Donc, ce qui est assez rassurant, c'est-à-dire que c'est des molécules qu'on va retrouver pas seulement parce qu'il y a des problèmes de pratique, c'est parce que c'est des propriétés qui sont dues à la molécule, qui fait qu'on va la retrouver dans l'air après application. Donc en premier, on a la molécule dont Fanny a parlé, donc le Folpel, fongicide très utilisé en viticulture, qu'on va retrouver pendant et après l'application. Le chlorpyrifosméthyle, donc un insecticide utilisé en viticulture, donc pour les traitements flavescence dorée, donc qui arrive en deuxième position, et qu'on va retrouver aussi après application, pas que pendant. Le prosulfucarbe, donc un herbicide grande culture, un autre herbicide grande culture, donc le pendiméthaline. Et ensuite, on retrouve sur des fongicides. Voilà, je ne vais pas tous vous les passer. Et en bas, vous avez le lindane en jaune. Vous avez vu, c'est un insecticide qui est interdit, comme le disait Fanny, depuis 1998,
mais qu'on retrouve encore en 12e position des molécules les plus retrouvées dans l'année. Donc lui, ça diffuse à partir du sol. Le lindane est prisonnier de la matière organique et se diffuse à partir du sol depuis des dizaines d'années. Et là, vous avez les molécules qui ont été le plus appliquées. Donc là, on a fait la somme des quantités appliquées par rapport aux programmes phytosanitaires qui ont été donnés par les exploitants de la zone d'étude. Et vous avez donc dans ces molécules, vous en avez 4 qui sont principalement, enfin qui ont été recherchées. En fait, les molécules qui sont en grisé ici, vous avez des molécules qui soit ne peuvent pas être capturées par le protocole qui a été mis en place actuellement. Donc le protocole n'a pas permis de les capturer, soit les laboratoires ne savent pas les analyser. Donc c'est des molécules sur lesquelles on n'a pas de référence, enfin on n'a pas pu les collecter. Donc par contre, dans les molécules collectées et retrouvées, dans les plus utilisées, on a le Folpel qui arrive ici en troisième position pour la quantité utilisée au niveau du site, donc ce qui correspond au graphique de tout à l'heure. Et vous avez donc principalement des fongicides vignes. Voilà, ce qui explique ce qui est expliqué par rapport à l'assolement de la parcelle. Donc la spiroxamine, fongicide vigne, et le diméthomorphe, qui est aussi utilisé. Donc vous avez le phosphate-aluminium, par exemple, qui arrive en première position des molécules utilisées, donc lui qui n'a pas été recherché. Le glyphosate, ça c'est une question qui revient très souvent. Pourquoi le glyphosate n'apparaît pas? Le glyphosate, lui, a un autre protocole. Il nécessite une autre mise en place de protocole. Il ne peut pas être fait avec le protocole actuel. Donc lui ne fait pas partie de l'étude. Et vous avez tout ce qui est soufre et cuivre également. Donc ensuite, il a fallu faire le lien par rapport aux propriétés des molécules. Donc 2 groupes ont été étudiés ensemble, tout ce qui était fongicide, insecticide, parce que c'est des molécules qui sont appliquées en direct sur le feuillage. On n'est pas sur puis, durant à peu près la même période, la période où il y a de la végétation. Et l'herbicide, qui lui peut être appliqué directement sur le sol, voire sur sol nu, si c'est un herbicide de prélevé. Donc voilà, il a été mis à part. Donc les propriétés des molécules qui ont été modélisées, donc on a déjà la durée de demi-vie, la DT50, donc la durée de demi-vie dans le sol, la durée de demi-vie dans l'eau et la durée de demi-vie dans l'air. Donc trois données qui ont été étudiées. Ensuite, on a le KOC, le coefficient de partage carbone organique eau. Donc là, c'est un indicateur qui, plus il est important, plus la molécule est retenue par le sol, donc il est lié à la matière organique du sol. Donc plus il est faible, plus il va se retrouver dans l'eau du sol. Donc soit partir avec l'évaporation, soit s'infiltrer dans les nappes avec l'eau de ruissellement. Ensuite, la pression de vapeur saturante. Donc là, c'est un indicateur qui, plus il est grand, plus la molécule est volatile. La solubilité, donc ça parle à tout le monde, si la molécule est soluble dans l'eau. Donc plus la molécule est importante, moins la molécule est volatile, parce qu'elle va être fusionnée à l'eau du sol. Le log KOW, donc le logarithme du coefficient de partage octanol O. Donc là, c'est la propriété de la molécule à se lier aux différents lipides du sol. Donc plus le log KOW est élevé, plus la molécule va être liée, va être lipophile, donc attirée par les corps gras, et donc hydrophobe, ne pas être liée à l'eau. Et ensuite, la constante d'Henry, qui est la constante dont on parle le plus souvent quand on parle de volatilisation. Donc c'est la molécule un indicateur qui, plus il est élevé, plus la molécule est volatile. Donc les données de chaque molécule qui est publique, qui est reconnue en laboratoire, qui est officielle, a été analysée par rapport aux données qu'on retrouve dans le point d'analyse. Donc on a observé s'il y avait un lien entre les variables physico-chimiques et les fluides relevés dans l'air. Et le résultat, les 2 indicateurs qui apparaissent le plus marquants pour tout le groupe de fongicides insecticides, c'est la pression de vapeur saturante et la constante d'Henry. Donc ces données qui sont retrouvées corrélées fortement à la présence de la molécule dans l'air. Donc c'est ceux qui ont une PVS et une constante d'Henry élevée. Donc c'est ceux qu'on va retrouver le plus volatile, ce qui ne paraît pas étonnant. Et pour tout le groupe des herbicides, on va plus là s'intéresser au log KOW. Donc c'est plus les molécules qui vont être hydrophobes qu'on va retrouver et qui sont volatiles via la constante d'Henry, donc une constante d'Henry élevée.
Mais là, la particularité, ça va être par les propriétés hydrophobes des molécules. On s'intéressait aussi à la formulation. Donc, par exemple, là, une molécule qui a été appliquée dans 2 formulations différentes, donc la spiroxamine, donc appliquée tantôt en suspension concentrée. Donc, suspension concentrée, ça va être un liquide qui va être à base d'eau, un liquide formulation aqueuse, avec la formulation EC, donc concentration émulsionnable, où là, on va être à une molécule plutôt à base de solvant ou de tout ce qui va être huileux. Donc là, pour la partie, dans le graphique, la partie de gauche, donc la formulation suspension concentrée. Donc on a 7 applications qui ont été, 7 traitements qui ont été faits avec cette formulation-là. Et sur les 7 traitements, il y a eu un impact 7 sur 8. Hein, il y a un traitement où il n'y a pas eu de quantification. Par contre, sur les 7 autres traitements sur les 8, on a retrouvé la molécule dans l'air. Alors que si on regarde la formulation EC, donc concentré émulsionnable, donc à base de tout ce qui va être solvant, là on va avoir donc 4 et 2, 6 applications, et sur les 6 applications, on va avoir 4 qui seront non quantifiées. Donc la majorité des applications est non quantifiée, alors que dans le cas où c'est à base d'eau, on va avoir la majorité des applications où là il y a quantification. Donc voilà, c'est des résultats bruts qui ont été donnés avec voilà, application résultat selon la formulation. Ces résultats sont à nuancer parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir que la formulation. On a les pratiques, donc observer le matériel utilisé, et la météo. La météo va intervenir aussi, donc ça reste quand même lié à d'autres éléments. On ne peut pas se baser uniquement sur la formulation pour la volatilisation dans l'air. Donc, toutes les données qui ont été recueillies par les stagiaires, vous avez vu tout le listing par rapport aux parcelles, aux pratiques, ont été rentrées dans un fichier donc qui s'appelle IFI. Donc, cet outil IFI qui a été créé par l'INRA de Colmar, donc il permet de rentrer pour chaque molécule toutes les données dont on a cité tout à l'heure, donc les données sur le sol. Donc, on rentre pour chaque traitement le type de sol, la profondeur du sol, etc. Les données techniques de la parcelle, l'enherbement notamment, les données du traitement, donc la date du traitement, le produit évidemment, la molécule, la quantité, le type de pulvérisateur, le type de buse qui sont rentrés pour chaque ligne de chaque traitement. Et l'outil de l'INRA, l'outil IFI, contient déjà toutes les données de la molécule, donc les données dont on a vu tout à l'heure, la constante d'Henry, etc. Tout ça, c'est déjà à l'intérieur du logiciel. Donc l'objectif de rentrer tout ça dans cet outil, c'est d'obtenir une note. Cette note, elle va nous donner le taux de risque de retrouver la molécule dans l'air. Donc on est vraiment dans le cadre, hop, pardon. Donc on est vraiment dans un outil qui va nous permettre d'avoir une note de risque de transfert de molécules vers le compartiment aérien. C'est un outil qui existait déjà pour l'eau, et donc qui a été adapté pour l'air. La note qu'on obtient à la fin, elle est de 0 à 10. Sachant que plus un est élevé, plus on se rapproche de 10, plus le risque est faible. Donc c'est-à-dire que voilà, plus on est plus de 0, plus la molécule risque de se retrouver dans l'air. La limite a été fixée à 7, donc si la note est supérieure à 7, on considère que le risque est quasiment nul. En dessous de 7, le risque est non négligeable et plus on se rapproche de 0, plus le risque est élevé. Donc là, quand on fait le tri de toutes les notes obtenues sur les 3 années, de tous les programmes phyto, de tous les agriculteurs, et ben on obtient le graphique ci-dessous. Donc vous voyez qui est assez parlant. On a la moitié des notes qui sont supérieures à 7, donc sans risque, et la moitié des notes qui sont inférieures à 7. Sauf quand je dis inférieur à 7, on est rarement en dessous des 5. On a quelques notes en dessous de 5, sinon on est vraiment à 5, 6. Donc voilà, on peut anticiper comme ça quand on connaît les caractéristiques de la parcelle et quand on connaît le matériel, on peut anticiper le risque que la molécule se retrouve dans l'air. Donc cet outil, il a plusieurs usages. Donc déjà, évaluer les risques sur les traitements réalisés, aussi bien en expérimentation qu'en pratique sur les parcelles agricoles. Il peut aider au choix des produits. On peut rentrer des molécules dans cet outil-là et observer s'il y a des risques de contamination du compartiment aérien. Et on peut anticiper donc en évaluant
en programmant des programmes de traitement qui sont sans risque pour l'air. Voilà, donc en conclusion, le programme Repère, hein, ça a été un travail avec plusieurs organismes, donc les associations de qualité de surveillance de la qualité de l'air, donc Atmo Nouvelle-Aquitaine pour la Nouvelle-Aquitaine, les différentes chambres et la recherche ergonomique avec l'INRA. Donc c'est un travail qui a plutôt bien fonctionné durant 3 ans, qui a très bien fonctionné, donc qui est un partenariat qui est à maintenir et qui a à approfondir pour toutes ces données-là. Donc une analyse qui a permis de compléter la connaissance sur les mécanismes de transfert et de poser des constats. Il faut des données terrain pour vérifier les modélisations. Ces 3 années ont permis d'avoir quand même un échantillon assez large sur plusieurs sites pour consolider ou améliorer les différents modèles. Donc là, on est dans ce cas-là, et on trouve quand même que la majorité des molécules qui sont appliquées ne sont pas retrouvées dans l'air. On est vraiment dans cette optique-là. On est vraiment sur quelques molécules qui ont été appliquées et retrouvées. On n'est pas dans le cadre de la majorité des molécules. Et ensuite, pour celles qui ont été retrouvées, donc appliquées et retrouvées dans l'air, eh bien, après, à nous de mettre en place des conseils techniques pour diminuer sa présence et anticiper les prochains traitements. Donc, on a quand même des molécules pour lesquelles il y a des flous qui restent. Donc là, on a besoin des organismes de recherche pour augmenter les connaissances et voir les biais qui peuvent être mis en place à travers tout ce qui a été trouvé. Donc là, l'objectif a été de créer des outils modélisables pour le conseil agricole. L'indicateur IFIR, il est accessible à tous. Voilà, il est faisable par tous les organismes. Et on y traduit vraiment le risque potentiel. On est vraiment dans des risques potentiels, mais on prend en compte vraiment tous les paramètres, aussi bien de la parcelle, du traitement et de la molécule. Donc, c'est vraiment trois groupes de données qui sont liés pour avoir une note globale et en retirer après derrière des enseignements pour l'application. L'objectif du programme Repère aussi, c'est de travailler pour anticiper toutes ces données-là, anticiper auprès de l'enseignement agricole. Les lycées agricoles sont fortement liés au projet. Donc après, c'est à nous de communiquer, d'intervenir pour prendre en compte le compartiment R qui jusqu'à présent a été un peu mis de côté par rapport au compartiment O. Donc c'est à nous de faire valoir aussi qu'il y a des risques et de voir comment on peut agir dessus. Voilà pour moi. Je ne peux pas passer à la diapo suivante, ni par la souris, ni par le clavier. Donc je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Damien. Nous allons maintenant passer au temps d'échange avec, on va prendre les questions que vous avez notées dans l'outil de webinaire. Jean-Luc, impeccable. Merci. Bon, on a un peu plus de temps pour répondre aux questions parce qu'on a presque une demi-heure de temps d'échange, ce qui est très bien. Et effectivement, on a une grosse quantité de questions qui sont posées. Peut-être beaucoup pour Florie, un peu moins pour Damien, mais n'hésitez pas par rapport à cette présentation avec les pratiques agricoles de poser des questions sur ce travail-là qui est quand même assez conséquent. Donc peut-être une première question qui s'adresserait à Jérémy Corsan, qui est sur vraiment les enjeux. Effectivement, donc il a été cité des chiffres de mortalité. Par contre, les chiffres qui sont liés à des effets sur la santé, pas forcément entraînant le décès, mais handicapants, n'ont pas été cités. Est-ce qu'il y a des informations, des données sur ces risques-là? Jérémy, si tu es là et si tu peux y répondre. Je vais essayer de faire une réponse de ce que je comprends. Donc, la question, c'est est-ce que les enjeux autres que enfin, il y a des enjeux sanitaires autres que la mort qui peuvent être identifiés? Oui, c'est ça. Oui. Donc, la réponse est oui, bien sûr. On a la pollution de l'air est aussi responsable d'aggravation de maladies chroniques ou de problèmes respiratoires. On peut avoir des enjeux, un impact sanitaire de tout type
imaginable hein, qui aille du décès à l'apparition de maladies chroniques ou l'aggravation de problèmes d'asthme ou d'allergie ou de choses comme ça. Après, je ne suis pas l'expert de relier une pollution à un impact sanitaire, mais globalement, la pollution de l'air, elle va surtout impacter tout ce qui est respiratoire dans un premier temps. Et puis après, suivant les polluants, ils peuvent pénétrer dans le sang et avoir des impacts sanitaires plus importants. Voilà. Après, tout ça, c'est expliqué dans la source que j'ai utilisée moi pour faire pour vous montrer les chiffres, qui a été fait par Santé publique France en 2016, donc qui traitait de justement l'impact sanitaire de l'exposition à la pollution de l'air. Donc on renvoie les participants à ce document plus précis et plus complet. Merci. Alors j'ai deux questions qui concernent Florie Franconi. Je vais les prendre ensemble parce que je pense qu'elles se rejoignent. Une question qui est la suivante. Pourquoi y a-t-il autant de différences entre les molécules recherchées dans l'air et celles quantifiées? Et une autre question qui nous dit à partir de quelle concentration peut-on quantifier une molécule dans l'air? Il y avait une troisième question qui était toujours autour de cette question de la quantification. Pourquoi présenter uniquement les résultats des molécules quantifiées et ne pas présenter les résultats des molécules qui ont été détectées? Alors, je pense que tout ça, c'est pour toi, Florie. Et j'ai l'impression que ça tourne autour du même sujet. Alors, les molécules, donc, on recherche un certain nombre de molécules dans l'atmosphère, mais on en quantifie beaucoup moins. Après, c'est les performances du laboratoire, c'est aussi tout ce qui est caractéristiques physico-chimiques des molécules. Une molécule qui est très peu volatile ne sera pas retrouvée dans l'atmosphère. C'est également le cas du glyphosate qui n'a pas été mesuré par ce type de méthodologie, mais qui peut être mesuré par d'autres méthodologies, mais sera retrouvé très peu ou à des concentrations extrêmement faibles parce qu'il est très peu volatile dans l'air. C'est la raison pour laquelle on ne quantifie pas l'ensemble des molécules qui ont été recherchées. Concernant la question sur la détection et la quantification, on ne s'affranchit pas des molécules détectées. Les molécules détectées rentrent en compte dans toutes les interprétations des résultats, mais on se cantonne ici, donc pour ce que je vous ai présenté, aux molécules qui ont été quantifiées parce qu'elles ont une concentration qui a bien été définie par le laboratoire. Et ces limites de quantification et de détection, pour Ionesco, sont quand même relativement basses. Tout dépend des molécules. Pour certaines molécules, ces limites seront plus élevées que pour d'autres. Tout dépend des performances analytiques du laboratoire. Tu peux donner des seuils? J'ai des seuils en nanogrammes par échantillon. On peut être à 25 nanogrammes par échantillon. Pour d'autres, ça va être un peu plus élevé. On peut être à 100 nanogrammes par échantillon. C'est différent. Merci. Il y a une question, mais je ne sais pas si elle concerne Florie ou peut-être aussi un petit peu Damien, mais c'est autour du lindane. Donc, il y a quand même des questions autour de ce produit-là qui n'est plus utilisé depuis longtemps en agriculture et qu'on retrouve. Alors, il y a quelques participants qui ont déjà des réponses à cette question-là, qui les apportent, mais est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous trouvez sur le lindane? Alors, le lindane, comme on l'a dit, c'est une molécule qui est interdite d'utilisation agricole depuis 1998. Et elle a été utilisée pour le traitement du bois jusqu'en 2006. En 2006, elle a été interdite, mais le lindane est une molécule qui est extrêmement persistante dans les sols et une des voies de contamination de l'atmosphère, c'est notamment le réenvol des poussières du sol dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve actuellement toujours des concentrations en lindane qui ne sont pas très élevées. On le quantifie quasiment sur tous les échantillons, mais les concentrations sont quand même relativement faibles.
et du fait notamment de cette persistance dans les sols. Merci Florie. On a aussi deux questions que je vais fusionner qui concernent le choix de l'emplacement où les mesures de pesticides dans l'air ont été faites. Quelqu'un nous demande, s'étonne qu'on ait choisi un site viticole en Charente en nous disant que la Gironde est le département viticole de la région. Et voilà, on a deux questions à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix ? Alors, il faut savoir que nous, en Nouvelle-Aquitaine, le site de Charente, c'est pas le seul où on mesure les pesticides. On mesure les pesticides sur d'autres sites, notamment en Gironde. Donc, on a un site fixe à Bordeaux, donc au milieu des vignes. On a aussi d'autres sites au milieu des vignes. Le site de Charente, dans l'agglomération du Grand Angoulême. Donc, c'est un site donc historique depuis 2015. Ça a été une demande du Grand Angoulême de mettre un site fixe dans leur agglomération. Donc, il a été choisi le site de Saint-Saturnin parce que notamment, c'est un site représentatif donc, de cette zone-là. Bien. Merci. Alors moi, je reviens sur la question précédente par rapport au lindage. Je pense que c'est un peu lié. Est-ce que vous mesurez des substances de dégradation des produits phyto? Alors, il est difficile de connaître toutes les substances de dégradation des produits phytosanitaires. Nous, on connaît les substances qui sont émises, qui sont utilisées, donc on peut suivre ces molécules-là. Après, rechercher l'ensemble des molécules qui vont être dégradées dans l'atmosphère, c'est très difficile de connaître toutes ces molécules-là, donc on ne les recherche pas. Alors, je cherche d'autres questions. J'en ai une pour Philippe Blondeau. Je pense que c'est Philippe qui pourra le mieux répondre. On nous dit que les résultats de repères sont vraiment très intéressants parce que ça apporte des connaissances nouvelles. On nous demande à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine quels enseignements vous tirez de ce projet auquel vous avez participé et est-ce qu'il va y avoir une suite ? Et je crois que les enseignements, Damien les a rappelés. Hein, déjà, c'était effectivement de pouvoir mobiliser des structures comme les chambres d'agriculture, des associations de surveillance de la qualité de l'air et des lycées agricoles, des agriculteurs volontaires, justement autour de ce projet-là, pour mieux comprendre les mécanismes de transfert des produits phytosanitaires dans l'air. Donc, c'est ce qu'on a essayé effectivement de faire pendant 4 ans sur l'ensemble des 7 sites de l'Hexagone. On les comprend mieux. Maintenant, il faut effectivement aller un peu plus loin sur justement travailler sur les solutions qu'on peut mettre en œuvre concrètement dans ces filières d'arboriculture fruitière, de viticulture et de grande culture, pourquoi pas aussi en maraîchage, hein, on en utilise aussi, justement pour réduire en tout cas ou pour limiter de façon très très importante leur émission. Et donc en termes de perspective, il y a dans l'idée justement avec la Chambre régionale d'agriculture Grand Est de vouloir proposer une continuité de ce projet repère en travaillant plus cette fois sur un projet qui sur le terrain, comment dire, on s'appuierait sur de l'expérimentation champ, laboratoire et aussi sur la modélisation via l'outil FI qui a été présenté par Damien, sur justement travailler vraiment concrètement sur les pratiques à mettre en œuvre pour les agriculteurs, avec les agriculteurs. Voilà. Il y a aussi effectivement toujours le souhait de vouloir travailler ces sujets-là avec nos collectifs d'agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit les réseaux défis, les GI2E, les 30 000, qui sont vraiment tous mobilisés sur ce sujet de la réduction des produits phytosanitaires. Alors là, cette fois, d'une façon plus globale, mais ou en tout cas la partie exposition est de plus en plus prégnante
notamment ben voilà, dans les filières viticulture, arboriculture, peut-être un petit peu voilà, plus précisément. Donc voilà un peu où on en est. Et en tout cas, dans ce futur projet, s'il est donc qui est déposé par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, où on est plus sur les actions concrètes, donc déposé à l'appel, la projet innovation et partenariat cette fois de 2021, les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine seront présentes si le projet est sélectionné. Et de toute et même s'il n'est pas sélectionné, nous en Nouvelle-Aquitaine, on a bien l'intention de travailler cette question-là avec les coopératives, avec les négoces, avec la recherche, mais je pense aussi avec les partenaires de l'UIPP pour justement travailler sur aussi les solutions, travailler sur la formulation, sur voilà, les propriétés, pour qu'on puisse apporter un conseil vraiment aux agriculteurs, un conseil alternatif sur ce sujet-là. Merci Philippe. On a un flot de questions qui arrivent et que c'est pas facile de les flécher forcément aux différents intervenants. Mais là, il y a une question qui est plus pour Damien autour de l'outil IFI, c'est ça, hein, oui. savoir comment il est disponible. Enfin, est-ce qu'il est disponible et si oui, comment? Et puis peut-être en extension, est-ce qu'au niveau de la Chambre, vous envisagez de l'utiliser plus largement que dans cette action expérimentale sur Saint-Saturnin? L'outil, c'est un outil qui appartient à l'INRA de Colmar. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est eux qui décideront de la diffusion ou pas. Nous, il était diffusé en interne pour le programme REPER, mais il n'a pas encore été utilisé pour d'autres applications. Là, il est encore dans une phase de test, de phase de consolidation. Ça fait juste 1 an qu'on a toutes les données, donc c'est vrai qu'on est encore dans une phase de consolidation d'outils, je pense, pour une diffusion future. Mais actuellement, non, il est encore en phase de consolidation. D'accord. Donc c'est une question à poser à l'INRA de Colmar. Oui, c'est ça. Il est effectivement encore en phase de consolidation et dans l'idée dans ce futur projet, enfin de repère, on va dire 2, pour cette suite à repère, de pouvoir aller plus loin et en espérant vraiment l'utiliser après dans le cadre du conseil pour les agriculteurs, mais plutôt dans un second temps. Merci pour vos réponses. Je vois dans la liste des questions que nous avons une question pour Florie Anconi qui est comment peut-on suivre les résultats des mesures sur le site de Saint-Saturnin? Florie, est-ce que tu peux nous expliquer comment les résultats sont? Alors, les mesures ne sont pas en direct sur notre site internet. Les mesures nécessitent un temps de traitement. On reçoit les résultats du laboratoire a posteriori, il y a un délai. Donc, chaque année, il y a un rapport régional qui est rédigé et qui regroupe toutes les mesures qui ont été réalisées en Nouvelle-Aquitaine sur l'année précédente et sort généralement à la fin du premier semestre. Donc, par exemple, les résultats de 2020 vont sortir à la fin du premier semestre 2021. Et ce, chaque année. Et c'est un rapport qui regroupe vraiment tous les résultats de Nouvelle-Aquitaine, dont le site de Saint-Saturnin. Ce qui veut dire que l'année prochaine, même le projet repère terminé, il y aura encore des mesures sur Saint-Saturnin. Tout à fait. Nous, comme je l'ai dit, donc le site de Saint-Saturnin, c'est un site historique, un site fixe. On mesure les pesticides depuis 2015 et chaque année, on mesure les pesticides. Donc, même si le projet repère s'est arrêté en 2019, les mesures en 2019, nous, on continue chaque année les mesures. Alors, là, il y a une question qui est un petit peu plus large, qui effectivement, si des molécules qui sont peu volatiles ne se retrouvent pas dans l'air, ça veut peut-être dire qu'elles sont piégées dans le sol et dans l'eau et qu'on les retrouve plus particulièrement dans l'eau. Est-ce que, là, on s'est intéressé uniquement à l'air, mais est-ce que dans l'eau, on a aussi des produits qu'on retrouve
qui peuvent être mesurées. Alors, je ne sais pas si c'est Florie ou si d'autres personnes qui Alors, participent. sur cette question, nous, à Atmos Nouvelle-Aquitaine, on se cantonne vraiment au compartiment R. Donc, je vais peut-être laisser mes collègues des chambres d'agriculture répondre, mais bien sûr qu'on retrouve des pesticides également dans l'eau et dans les sols. Une personne qui est en mesure de répondre à... Oui, si, effectivement, on retrouve des molécules dans l'eau. Voilà, il y a des études qui sont conduites sur les différents bassins versants stratégiques de Nouvelle-Aquitaine depuis, je pense aussi depuis 2006. Donc, en fait, ces résultats existent. Peut-être qu'il serait intéressant, effectivement, de regarder plus largement entre ce qu'on le retrouve dans l'air et ce que l'on retrouve dans l'eau. Voilà. Oui, il y a des outils Notamment, pareils. oui, Ça fait 10 ans que je suis à la Chambre et on a travaillé sur des modélisations pareilles. C'est un outil qui s'appelait Merlin, je crois, où c'était le même principe. On rentrait le traitement, la parcelle, etc. On avait un risque d'infiltration de la molécule soit dans les eaux de ruissellement, soit dans les eaux souterraines, selon les propriétés de la molécule, la pluviométrie et la nature du sol. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus anciennes que sur l'air et qui sont maintenant assez bien connues et qui sont travaillées notamment par les agences de l'eau, qui sont demandées par les agences de l'eau. ouais, c'est ça. Nous avons une question qui concerne la réglementation. On nous demande où en sont les réflexions de mise en place de seuils de pesticides dans l'air. Peut-être que Jérémy Corsan peut nous éclairer sur ce sujet ou d'autres intervenants. Moi, je peux vous dire ce que j'en sais en tout cas, c'est-à-dire que la suite de la campagne nationale qui était pilotée par l'ANSES est faite par les ASCA. La suite, c'était de justement demander à l'ANSES un bilan et une stratégie de surveillance, enfin si c'était pertinent. Donc je pense qu'ils sont toujours dans cette phase-là de réflexion qui prend du temps forcément, puisque il faut exploiter les résultats, voir, enfin, faire le travail d'expertise que l'ANSES peut faire. Donc voilà, j'en sais pas trop plus sur le calendrier. Est-ce qu'il a été bousculé par la situation sanitaire actuelle ou non? Je ne sais pas si d'autres ont plus d'informations que moi, mais voilà, pour moi, on en est toujours à ce stade de réflexion au niveau des experts de l'ANSES. En effet, pour compléter, donc il y a eu déjà des premières réunions pour voir et réfléchir à une surveillance nationale des pesticides, une surveillance réglementaire. Donc ça, c'est en cours de réflexion et comme l'a dit Jérémy Corsan, il n'y a encore pas de planning de mis en place. Très bien. Alors, il y en a qui ciblent les questions aux intervenants, ce qui est beaucoup plus facile pour nous, mais il y a une question pour Damien, qui est de dire est-ce il va y avoir des travaux sur les outils d'application des phytos, les équipements, pour mesurer leur efficacité. Alors, c'est évoquer les panneaux de récupérateurs en viti ou pulvérisation à flux d'air en grande culture. Est-ce qu'on a des travaux sur l'intérêt de ces équipements? Ah bah oui, ça a été testé notamment par les organismes le ministère pour sortir des listes. Vous avez dans le cadre de la charte riverain, vous avez la liste des molécules, enfin des matériels, aussi bien des buses que des différents matériels par les différents constructeurs qui ont été testés avec leur taux de réduction de la dérive. Donc pour qu'une buse soit appelée anti-dérive, c'est 66%. Et ensuite, il y a différents taux de réduction de la dérive de 75 et 90%. Et ça, vous allez sur notamment le site de la Chambre de la Charente, vous avez la liste de tous les matériels utilisés en arbo et en viti. Et vous avez le taux de réduction de la dérive testé pour chaque matériel, de chaque marque, de chaque fabricant. Très bien. Donc c'est un document officiel voilà, qui a été fait national. Voilà. Merci, Damien.
On a encore 5 minutes pour prendre encore, je pense, 1 ou 2 questions. Je vois plusieurs questions posées sur les molécules qui sont recherchées dans l'air. Vous êtes plusieurs à nous demander si nous recherchons, quand je dis nous, Atmo Nouvelle-Aquitaine recherche-t-il dans l'air les adjuvants qui sont dans les préparations pesticides. On nous parle aussi de la recherche des néonicotinoïdes, du soufre, du cuivre. Florie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont sont sélectionnées les molécules qui sont recherchées dans l'air, s'il te plaît? Alors, comme je l'ai dit pendant la présentation, on se base sur plusieurs listes. Donc, la liste des molécules prioritaires et hautement prioritaires définies par l'ANSES en 2017. La liste des molécules la liste des molécules les plus vendues dans un rayon de quelques kilomètres, aussi en fonction des problématiques locales. Mais une fois qu'on a toutes ces molécules-là, cette liste de molécules, on regarde également la faisabilité technique et analytique. Et un grand nombre de ces molécules ne sont pas analysables ou ne sont pas piégeables. Donc, il y a encore des développements à effectuer pour que les différentes molécules puissent être analysées. Merci pour ta réponse. Jean-Luc, est-ce que on prend une dernière question? Il y en a beaucoup encore, mais il va falloir à un moment faire une pause. Mais j'ai une question sur les formulations, ce que nous a présenté Damien, effectivement, par rapport aux formulations avec des risques qui sont différents selon les formes. Est-ce que ces résultats sont partagés avec les firmes phyto? Est-ce qu'il y a des échanges réguliers qui permettent un peu de voir comment améliorer la dérive ou la volatilisation des produits? Damien, tu as… Oui, alors à mon niveau, non, on n'a pas participé ça, c'est des données que je vous ai montrées, c'est des données qui ont été faites au niveau du repère, donc plus au niveau du Grand Est. Je ne sais pas si eux ont convié ou ont fait part de leurs résultats, mais comme il y avait dans la diapo, il y avait quand même des parts de doute. Donc je pense que c'est des résultats qui doivent être approfondis et certifiés avant de… Parce que je pense que ces travaux sont faits aussi du côté des firmes. Hein, je ne vois pas pourquoi ils ne travailleraient pas dessus. Donc, à mon avis, ces résultats doivent être fortifiés avant d'être diffusés ou travaillés. Ouais. Moi, ce que je peux rajouter au niveau régional, c'est que bon, dans le cadre d'Ecofito plus largement, donc on a des contacts avec des représentants de l'UIPP sur lesquels on partage un certain nombre de choses. Et donc, ça fait partie en tout cas des points importants dans le cadre, à partir de 2021 justement, ou dans le cadre d'Ecofito de plus, selon de travailler plus spécifiquement ces questions-là avec eux. Et comme je l'ai rappelé, dans le cadre d'un repère 2, de travailler aussi sur vraiment, de faire du lien avec l'UIPP pour travailler sur la formulation, entre autres. Merci pour ces précisions. Comme le disait Jean-Luc, on a encore beaucoup de questions, notamment sur ce qui pourrait être fait pour que les riverains puissent se protéger. Mais ça, ce sont des sujets qu'on va aborder dans la deuxième partie du webinaire. Donc, je vous propose à ce stade que nous fassions une pause de 10 minutes de manière à ce que chacun puisse se détendre, aller boire un verre d'eau s'il le souhaite ou autre chose. Et puis, nous nous retrouvons à 10h55 pour la deuxième partie du webinaire qui sera consacrée donc à l'action numéro 2 du plan régional santé-environnement et qui vise donc à mettre en place une stratégie de réduction des expositions aux pesticides. Et merci pour toutes vos questions qui montrent l'intérêt que vous portez à ces échanges. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure.